Je vais demander à Thierry Terret et Christelle Gauthier de me rejoindre sur scène. Thierry Terret qui est délégué ministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, mais au sein du ministère de l'Éducation nationale. Mettez-vous à ma gauche. Et puis Christelle, installez-vous à ma droite. Vous êtes au ministère des Sports, à la direction des Sports, justement chargé de la stratégie nationale sport-santé. Alors, Thierry, je commence par vous, parce que quand on s'est parlé pour préparer cette intervention, moi j'ignorais qu'il y avait un baromètre de la pratique du sport chez les jeunes aussi affûté et aussi intéressant que celui que vous allez nous décrire maintenant. Oui, bonjour. Alors, ce baromètre, c'est une initiative du ministère des Sports, à vrai dire. C'est pas un ministère pour lequel je travaille, mais avec lequel je suis en relation quasiment quotidienne. C'est une mesure qui est réalisée tous les 2 ans, jusqu'en 2024 ou 2025. Et les premiers retours ont été réalisés en janvier dernier, N+1, par rapport à l'enquête qui a été menée juste quelques mois plus tôt. Mais lorsqu'on regarde ces résultats, on s'aperçoit qu'ils donnent des informations sur la pratique physique, sportive, quel que soit le type, de l'ensemble des Français, et finalement assez peu de choses sur les populations scolaires et universitaires, celles qui m'intéressent. Et donc j'ai demandé une exploitation secondaire des données, parce qu'elles existaient ces données, sur les populations de 5 ans de 7 ans à 17 ans. 18 ans. Et ce qu'on apprend, c'est assez surprenant, c'est par exemple que le pic d'engagement dans une association, qu'elle soit sportive ou autre, mais notamment sportive, est atteint en France pour les jeunes de 11 ans. Et c'est un pic qui est assez impressionnant, puisque 70% des jeunes de 11 ans sont inscrits dans une association. C'est considérable, c'est un chiffre qui est méconnu. Mais à 20 ans, à l'âge de 20 ans, ce pourcentage a chuté à 20%. Donc il s'est passé quelque chose dans le passage fin d'école primaire, collège et lycée, ou dans le milieu familial, un temps de changement du corps qu'on connaît chez les adolescents et les adolescentes, qui fait qu'on change de modèle et qu'on a ce qu'on appelle un décrochage sportif. Et ce décrochage, il est notamment visible à 3 paliers du développement des jeunes. L'un à l'entrée en 6e, l'autre à l'entrée en seconde, et le dernier immédiatement après l'obtention ou l'échec au baccalauréat. Donc ce sont trois temps sur lesquels, évidemment, on est invité à travailler plus particulièrement avec des mesures, et on en reparlera. Les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques constituent un bon outil, un bon stimulateur pour cela. Ce baromètre, il est pérenne, c'est-à-dire depuis que le cursus scolaire est construit comme cela, on voit ces montagnes russes, ou bien il y a une dérive, il y a une aggravation dans les temps récents? Alors cet outil-là est très récent. On a eu d'autres outils dans les décennies précédentes, mais celui-ci n'a été utilisé, créé seulement il y a 2 ans. Hein, il y a 2 ans, et encore une fois, c'est une commande du ministère des Sports, et je crois qu'il aura lieu à 3 ou 4 reprises tous les 2 ans. Donc là, ça va nous donner des informations extrêmement précieuses sur un suivi de cohorte à moyen terme, chose qu'on a rarement avec le même outil en tout cas. Alors, il ne faut peut-être pas s'en inquiéter. Peut-être que quand on n'est plus dans une association, dans un club, on continue à faire rimer jeunesse et sport, d'abord en faisant son jogging tous les jours, en jouant au foot avec les copains, et en ayant le soin de pratiquer un sport de manière un peu autoproclamée. Alors c'est une très bonne remarque. En effet, on peut, si on est confiant dans notre jeunesse, et il faut l'être, imaginer que ces jeunes développent des formes auto-organisées d'activité physique. C'est en partie vrai, mais en partie seulement. Et de fait, l'Éducation nationale a pris en compte cette dimension depuis maintenant les programmes des années 80, en développant, en cours d'éducation physique et sportive, des outils. Alors, très concrètement, qu'est-ce que c'est que, comment on prend son pouls pendant une pratique, et qu'est-ce qu'on fait des données? Qu'est-ce que ça veut dire pendant un exercice d'avoir des pulsations à 80 ou à 120 pulsations minutes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc ces informations, ces connaissances sur l'activité font désormais partie des programmes d'éducation physique et ont été réinjectés dans ce qu'on appelle désormais depuis 2013 le parcours éducatif de santé, qui regroupe à la fois des activités de prévention, de protection et d'éducation. Et sur ce 3e volet, on trouve les programmes, mais pas seulement. Et là, je prenais l'exemple d'une connaissance qui est délivrée en éducation physique, mais il y en a bien d'autres. Donc ces outils
ils sont déjà présents depuis maintenant une trentaine d'années, et on espère que cela a un impact sur la manière de gérer sa vie physique d'adolescent, puis plus tard d'adulte. Alors on va revenir sur le programme d'éducation santé, le parcours éducatif santé. Ce baromètre, quel type d'action il peut inspirer du côté du ministère des Sports ? Alors, comme l'a dit Thierry, c'est une commande du ministère des Sports pour mieux mesurer, pour évaluer la réalité des pratiques au quotidien des Français. Donc, ce qu'il nous permet de faire, c'est d'orienter les politiques publiques vers tel ou tel public cible. Alors, c'est particulièrement vrai pour les jeunes, dont on sait aujourd'hui mieux analyser la réalité des pratiques, le décrochage aussi, c'est ce qu'évoquait Thierry à l'instant, et trouver les palliatifs, les améliorations, à la fois au niveau des impulsions fédérales, avec nos partenaires premiers que sont les fédérations sportives, aussi les fédérations scolaires, qui sont un pont entre le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, mais également avec les acteurs locaux, les collectivités locales, et plus globalement l'ensemble de l'écosystème qui a intérêt à voir la jeunesse en meilleure santé. Le souci que nous avons aujourd'hui, tous, c'est de constater que nos jeunes sont en moins bonne forme, pour le dire simplement, que ceux d'une génération antérieure, si on veut être simple. On a des jeunes adolescents, une enquête très récente de l'adresse qui le démontre, qui sont de plus en plus en surpoids, parfois obèses, ça s'aggrave encore lorsqu'ils se trouvent en territoire dit fragile. Nous avons des jeunes qui ont une capacité cardio-respiratoire qui est moindre et de manière très importante à celle de la génération antérieure. Là, on a vraiment une chute on a impressionnante. Un gap impressionnant. Et on a près de 25%. Ah oui. Et on a une démobilisation, c'est-à-dire que les jeunes sont moins mis en mouvement, eu égard à l'évolution de la société, à nos mobilités qui ont évolué. De plus en plus tôt, c'est-à-dire que dès l'âge de 3 ans, on constate que, par exemple, à l'école maternelle, moi j'ai ma mère qui était directrice d'école, on apprenait aux tout petits, vous savez, à faire la roulade, à se mobiliser de manière particulière. Bon, aujourd'hui, les directeurs d'école et leurs équipes continuent à le faire. Mais le constat, néanmoins, et ce n'est pas que le fait de l'école, c'est une responsabilité beaucoup plus large des secteurs éducatifs. Le sport tient sa part. On constate donc que nos jeunes savent moins se mobiliser sur les différentes coordinations et ils savent même moins bien marcher, voire marcher vite, marche rapide, voire courir. Mais donc ça veut dire que ça se joue avant alors? C'est avant 3 ans qu'il faut, dans le milieu familial? Ça se joue dès le plus jeune âge. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre des travaux que nous menons de concert avec le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres départements ministériels, nous avons élaboré cette stratégie nationale sport-santé 2019-2024. Les Jeux olympiques et paralympiques sont un accélérateur, permettent de mettre tout cela avec une focale plus importante que si nous ne les avions pas. Nous avons l'ambition de travailler de manière concertée, collaborative, convergente sur des mesures très concrètes qui visent à remobiliser, je devrais dire mobiliser, nos pitchouns, nos tout petits, voilà, sur le temps scolaire, le temps familial, et puis tous les temps éducatifs qui l'entourent. Donc c'est un grand mouvement de fond avec des mesures quand même très précises. Il y en a à l'école, on en discutait tout à l'heure, puisque nous allons avoir très prochainement un comité interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques qui sera l'objet d'un certain nombre d'annonces. Nous avons aussi une ambition avec le ministère de la Santé dans le cadre du plan national nutrition santé qui croise avec la stratégie que je viens d'évoquer. Nous avons une ambition avec les acteurs des collectivités locales puisque ces collectivités investissent beaucoup et dans l'éducation et dans le sport pour être uniquement sur ces deux volants. Puis c'est un grand mouvement professionnel aussi. Ce sont l'ensemble des éducateurs, des enseignants, des parties prenantes à la formation de nos jeunes qui doivent être aussi mobilisés pour trouver les clés qui vont nous permettre de déverrouiller les mauvaises habitudes que nous avons prises au fil de ces 20-30 dernières années et qui sont notamment constatées chez nos jeunes. On sait que si nous ne trouvons pas rapidement des solutions, si nous ne réussissons pas, nous sommes face à une bombe sanitaire. Ce ne sont pas mes propos.
Voilà. Alors, un mot de l'historien de la santé, du sport, et notamment de l'histoire de la natation. C'est très bon pour développer la capacité pulmonaire et très bon pour le dos et pour tous les muscles. On n'a jamais valorisé autant le sport de compétition, les champions, la réussite sportive que dans notre pays, notre société aujourd'hui. Comment se fait-il qu'on ne retrouve pas cela dans une volonté des familles de voir leurs tout petits enfants savoir marcher, courir, faire des pirouettes, être des pré-sportifs? Pourquoi on a cette disjonction? Oui, ben c'est l'aveu d'un échec d'une certaine manière. Pour reprendre l'exemple de la natation, avant même l'obligation scolaire des lois Ferry, avant même cela, les parlementaires ont demandé à la nation de rendre l'apprentissage de la natation obligatoire à l'école. C'était en 1877. Pourquoi? Pour éviter les noyades ou pour faire des bons soldats, des bons marins? Les deux objectifs ont été discutés, à part égale d'ailleurs, au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et en effet, l'argument militaire, il fallait traverser le Rhin, et l'argument hygiéniste, à l'époque, ont été aussi développés que l'argument utilitaire. Mais obligation inscrite dans les programmes, et on sait que depuis un siècle et demi maintenant, quasiment, cette obligation n'est pas mise en œuvre. Il y a encore un plan anti-noyade, des efforts. Il y a un plan aisance aquatique qui est lancé, déployé par la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. En réalité, au-delà même de la natation, on s'aperçoit aujourd'hui que si les heures d'éducation physique obligatoires ne sont pas réalisées, 3 heures en maternelle, pour prendre ce niveau, les statistiques sont de 2 à 2,2 heures effectives données en réalité, avec de grandes diversités d'un endroit à l'autre, chez nos jeunes. Les raisons pour lesquelles ça ne marche pas, les raisons pour lesquelles les programmes ne sont pas entièrement appliqués, tiennent, là je me fais le porte-parole de tel ou tel enseignant, soit parce qu'ils ne veulent pas. Et ils ne veulent pas parce qu'ils méconnaissent les enjeux de la pratique physique, les raisons pour lesquelles il faudrait le faire et consacrer du temps à cela. Soit parce qu'ils ne peuvent pas. Et ils évoquent des raisons qu'on peut entendre, qu'on doit entendre même, matérielles. Il n'y a pas les salles de motricité, il n'y a pas le terrain. Bon. Temporelles, parce que les demandes, les contraintes liées au programme font qu'ils estiment les mathématiques ou l'apprentissage de la langue plus important, à tort ou à raison, que l'activité physique. Pour ma part, ce serait sans doute à tort, mais c'est ainsi. Donc soit ils ne veulent pas, soit ils ne peuvent pas, soit encore, ils ne savent pas exactement comment faire, s'appuyant, quand ils ont de la chance, sur des intervenants extérieurs, mais ça renvoie à d'autres problématiques des collectivités et des problématiques budgétaires, soit parce qu'ils estiment ne pas avoir eu suffisamment de formation. Et on a commencé à développer depuis l'an dernier un programme de formation continue, de formateur de formateurs. Donc ça a été plusieurs jours de formation de très haut niveau pour l'ensemble des cadres de tous les départements français, pour qu'à moyen terme, on puisse travailler sur ces représentations et ces compétences professionnelles relatives à l'activité physique en maternelle. Est-ce à dire qu'il faudra aller plus loin, bouleverser le temps scolaire, remettre à plat nos programmes et nos agendas scolaires pour évoluer vers des modèles qu'on connaît dans d'autres pays, c'est-à-dire cahier le matin et sport nature l'après-midi, quoi? Alors, on doit changer des choses, en effet, mais je le disais il y a un instant, les programmes, pour prendre le cas des maternelles, donnent déjà 3 heures d'éducation physique ou d'activité physique hebdomadaire, avec la recommandation de couvrir l'ensemble des journées scolarisées. Alors, aujourd'hui, le mercredi est majoritairement oublié, ça fait 4 journées, ça veut dire que la recommandation officielle, c'est 4 fois 45 minutes. Donc on est au-delà même des recommandations dont on parle beaucoup aujourd'hui, de 30 minutes d'activité quotidienne. Ça, c'est la réalité des programmes. Donc le problème, il n'est plus tant dans la réécriture des programmes que dans les outils, les ressources, les recommandations qu'on doit mettre à disposition pour que ça devienne effectif. Le parcours éducatif santé, il intègre cela ou c'est séparé? C'est d'un côté le parcours éducatif santé sur ce qui est nutrition, habitudes de vie, et de l'autre les sports. Ou est-ce que ça converge?
Alors, l'idée de parcours qui a été développée depuis 2013, il y en a 4 dans le système scolaire, parcours avenir, parcours citoyen, et notamment ce parcours éducatif de santé. Il repose sur la totalité des disciplines, donc pas seulement l'éducation physique, mais les mathématiques, les sciences de la vie et de la terre, l'histoire-géographie, avec des spécificités, mais on développe des compétences qui sont transversales, donc qui traversent par définition l'ensemble des programmes. Et comme il s'agit d'un parcours, cette notion a été déployée pour qu'on comprenne bien qu'il y a des choses qui se passent dans l'école, mais que le parcours peut amener l'élève à enrichir ses compétences en dehors même du temps ou de l'espace scolaire. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on on réfléchit à utiliser ce modèle du parcours éducatif de santé pour créer un 5e parcours dont on n'a pas encore arrêté le nom, mais qui serait une sorte de parcours éducatif sportif. Et le même modèle nous amènerait donc à concevoir le développement de compétences dans l'école, en périphérie immédiate de l'école, le sport scolaire, l'UCEP, l'UNSS, l'UXEL, et au niveau extrascolaire, le mouvement sportif. Avec l'idée que le jeune, il va capitaliser de l'expérience, de la connaissance, des compétences, en traversant l'ensemble de ces cercles scolaires, périscolaires, extrascolaires, avec donc au fur et à mesure un enrichissement de son regard sur l'activité physique et puis une capitalisation du capital santé lui-même, puisque à chaque fois il va faire davantage. C'est un peu le modèle de l'éducation artistique et culturelle, le quatrième parcours, qui fonctionne relativement bien, qui a maintenant 4 ans d'expérience, et sur lequel on va sans doute s'appuyer, mais c'est un chantier que les 2 ministres sport et éducation nationale ont décidé d'ouvrir en commun. C'était très, très récemment, lors de la journée nationale du sport scolaire, le 25 septembre dernier. Donc on commence à réfléchir à l'arrivée de ce 5e parcours qui me semble, à titre personnel, extrêmement prometteur. Ce parcours, il peut éteindre la mèche de la bombe sanitaire ? Oui, alors le parcours en tant que tel, et puis un certain nombre de dispositions ou de dispositifs qui vont venir le renforcer. Donc le parcours éducatif de santé est un élément socle. Le parcours éducatif et sportif viendra en écho, et on y travaille d'ores et déjà beaucoup de façon collégiale. Il y a également l'initiative que nous avons co-construite avec le ministère de l'Éducation nationale, qui est pilote, des écoles promotrices de santé et des élèves ambassadeurs. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est reconnaître l'engagement d'un certain nombre d'élèves envers cette thématique-là, pour qu'entre pairs, qu'entre élèves, le message passe mieux, que les chefs d'établissement ou les directeurs d'école qui veulent s'engager sur cette thématique-là, parce que leur écosystème le permet aussi, parce qu'il y a une volonté de l'équipe éducative, parce qu'il y a les relais organisationnels, notamment au niveau sportif, parce que la collectivité veut s'engager, qui permettent de véritablement faire un pas sur le domaine de la prise en compte des questions de santé, donc l'appropriation de ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je construis quand je prends soin de moi, dans le respect de mon corps et puis dans le respect que je dois aux autres. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui nous paraît très important. Ça, c'est d'élève à élève. Il se ça, passe c'est le d'élève mot et d'élève. voilà. Et puis, c'est la communauté éducative, portée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, qui prend sa part dans l'organisation de tout cela. D'accord. Les cités éducatives, Oui. c'est encore autre chose ? Alors, les cités éducatives, c'est un autre élément d'organisation qui là est piloté par le Commissariat général à l'égalité des territoires. Cela croise avec la géographie prioritaire de l'éducation nationale, je passe sous le contrôle de Thierry. Cela croise aussi avec les dispositifs que le ministère des Sports a mis en œuvre dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et l'ambition sur ces 80 cités éducatives dont les projets sont identifiés, c'est pour le ministère des Sports d'accompagner tout particulièrement 20 d'entre elles pour faire la démonstration, c'est-à-dire en ayant un groupe test, si on veut le dire comme cela, un groupe test qui mobilise davantage pour l'ensemble des élèves de la communauté éducative, des établissements, des territoires, l'activité physique, voire sportive, c'est-à-dire que tout ne passe pas par la norme sportive. Tout le monde demain n'a pas vocation à devenir champion. C'est pas grave. Les enfants les jeunes qui veulent pratiquer une activité sportive de loisir, une activité sportive sociale, à l'instar de ce qu'on voyait tout à l'heure dans le reportage Sport dans la ville, qui veulent se connecter aux autres, doivent pouvoir le faire. Et nous, nous avons collectivement vocation à accompagner cela. Donc on le fera précisément sur 20 cités éducatives, 20 territoires prioritaires,
en métropole et en outre-mer. C'est une cible sociologique particulière, Absolument. particulièrement fragile. Oui. Et les maisons sport santé, ça c'est sur l'ensemble du territoire. Là, il y en a plusieurs centaines d'ici la fin du quinquennat. Alors, il y en a, le président de la République a identifié 500 maisons sport santé d'ici à la fin du quinquennat, d'ici à 2022. Nous avons pour objectif, avec le ministère de la Santé, d'en identifier 100, 110 d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que sont ces maisons sport santé? C'est d'abord l'identification du besoin de connexion entre les professionnels de la santé et les professionnels du sport, dans des objectifs d'une mobilisation de l'activité physique et sportive pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans le modèle de l'association sportive. C'est-à-dire tous ceux qui souhaitent, jeunes ou moins jeunes, malades, sédentaires, en perte d'autonomie, notamment, mais pas forcément, pratiquer une activité sportive là où on va savoir adapter le parcours de manière totalement individualisée. Donc c'est véritablement répondre à l'état d'une population au plus près d'un bassin de territoire, avec les édiles locaux, avec la communauté professionnelle de santé. Voilà. Donc on en aura un par département d'ici la fin de l'année, et ces premières 100 maisons sport santé que nous allons mettre en réseau ont vocation à essaimer, à faire des petits, pour prendre en considération, lorsque vous avez un médecin traitant qui vous prescrit demain, qui sera plus encouragé de fait à prescrire demain de l'activité physique adaptée, qu'il sache où vous adresser. Cela vaut pour les adultes, cela vaut pour les aînés. Là, c'est intergénérationnel. Exactement, mais ça vaut aussi pour les pitchouns. Je reprends ce terme. Lorsque on a donc justement des élèves, des jeunes, qui de plus en plus souvent sont en surpoids, malheureusement, voire en obésité, on a besoin de leur faire pratiquer de l'activité physique adaptée, du sport. Il faut des protocoles particuliers pour pouvoir accompagner ces jeunes et leurs familles. Ces espaces ont vocation à faciliter cela, par exemple. Très bien. Un mot des Jeux quand même. Alors évidemment, on va rafler plein de médailles. On va hériter d'équipements neufs, d'un village Bien olympique sûr. qui va devenir des logements, etc. Mais comment faire en sorte que ces Jeux servent à quelque chose aussi pour inculquer, j'allais dire, pour inoculer à toute une génération la passion du sport et la santé par le sport? Cette problématique de l'héritage, elle est fondamentale. Elle n'est pas nouvelle, mais d'une certaine manière, elle l'est quand même, parce qu'elle est désormais inscrite dans le cahier des charges qui s'impose aux villes candidates. Et Paris, en candidatant à l'organisation des Jeux de 2024, Jeux olympiques et paralympiques, est entré dans le moule d'une certaine manière et a dû développer dès 2015-2017, sur cette période de préparation du dossier, son plan héritage. Alors ce plan héritage, il a mûri depuis, mais il s'impose à Paris comme à Los Angeles pour 2028. Alors l'héritage, qu'est-ce que c'est? On a de l'héritage matériel, on pense aux gymnases, aux stades, aux infrastructures, mais il y a toute une partie d'héritage immatériel, la transformation des comportements, des habitudes, du rapport, du regard qu'on peut porter par exemple sur les sportifs en situation de handicap. Donc c'est tout ce qui ne transparaît pas dans le dur, dans le matériel. Donc cet héritage donne lieu à un plan de l'État, un autre plan du comité d'organisation des Jeux Olympiques et un troisième plan des collectivités. En fait, l'effet accélérateur et amplificateur des Jeux Olympiques donne l'occasion à tous les acteurs autour de cet événement planétaire de formaliser ce qu'ils veulent faire de l'après 2024, parce que c'est bien là l'enjeu. Alors, pour l'État, c'est un vaste programme qui fera l'objet d'annonces du président de la République sans doute dans quelques semaines. Le 4 novembre, normalement aussi. Alors il y a un comité interministériel qui se tiendra le 4 novembre, au cours duquel l'ensemble des ministères concernés, il y en a une douzaine, fera le point sur toutes les mesures. Alors toutes les mesures, en fait, ce sont plusieurs centaines de mesures. Le plan actuel, sans déflorer totalement le sujet, c'est plus de 150 mesures. Le président de la République n'en reprendra sans doute que quelques-unes d'entre elles. Pour l'éducation nationale, c'est quasiment une vingtaine de mesures, si j'y adjoins l'enseignement supérieur. L'une de celles qui est la plus visible, c'est sans doute le déploiement d'un soutien à tous les établissements scolaires qui développent une politique en faveur du sport. Ce label, puisqu'il s'agit d'un label, s'appelle Génération 2024. Le terme même a été accepté dès 2017 par l'ancien gouvernement, et il consiste à solliciter des écoles, des collèges, des lycées, des universités également, de déployer des liens les plus forts possibles avec les associations sportives du territoire. Concrètement, qu'il y ait des conventions de signer entre telle école, tel collège et tel club. Pourquoi ? Pour qu'il y ait des passerelles les plus nombreuses possibles,
parce qu'on ne pourra pas dépasser les 3 heures d'éducation physique et sportive, plus les heures d'association sportive optionnelles, dans les conditions budgétaires actuelles. Donc il faut absolument créer du lien avec le tissu associatif pour qu'il y ait naturellement une pratique extrascolaire accompagnant la pratique scolaire et périscolaire. Et c'est le premier élément du cahier des charges. Le deuxième élément consiste, pour les établissements éligibles, à développer des projets autour du sport ou de l'olympisme, qu'ils soient ponctuels, dans l'année, il y a des temps forts, ou qu'ils soient pérennes, en utilisant évidemment l'éducation physique, mais pas seulement. J'ai vu des projets admirables en éducation artistique, en poésie, parce que ça change également le regard que les jeunes portent sur le sport. Il y a d'autres volets un peu moins utilisés, parce que tout le monde n'est pas concerné. Par exemple, la mutualisation des installations sportives. Tous les lycées n'ont par exemple pas leur gymnase. Ça la relève la plupart du temps des collectivités. Mais les 2 premiers volets sont vraiment centraux dans ce cahier des charges. Et d'ores et déjà, après 18 mois, plus de 2000 écoles, collèges et lycées sont labellisés. Ça représente 900 000 élèves qui bénéficient d'établissements dans lesquels il y a explicitement une politique offensive en direction du sport. Et pour terminer sur l'université, la moitié des universités françaises, d'ores et déjà, sont labellisées Génération 2024. On relance une campagne pour cette année dans quelques jours. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Le sport, donc un vecteur majeur évidemment de prévention en matière de santé pour la jeunesse. Merci beaucoup. Merci de cette entrée en matière. Un peu de sport, c'est ce qu'il nous fallait après le déjeuner.